Alors, bienvenue à ce 5e épisode de Conseil de sécurité. Je m'appelle Thomas Junot et je suis ici avec Sarah-Myriam Martin-Brûlé. On est très heureux d'avoir comme invité aujourd'hui Rosemary Barton, qui va parler avec nous des récentes élections aux États-Unis et de leurs implications politiques pour le Canada. Rosemary est la correspondante politique en chef avec la CBC. Elle est la première femme à occuper ce poste. Rosemary anime le panel At Issue au National, l'émission de soirée de nouvelles à CBC. Elle co-anime le balado hebdomadaire de CBC Party Lines avec Elamine Abdelmahmoud de BuzzFeed News. Et elle est aussi l'animatrice de la toute nouvelle émission Rosemary Barton Live le dimanche matin. Elle s'est jointe à la CBC en tant que journaliste législative à Québec à l'Assemblée nationale en 2004. Elle a un diplôme en littérature française du Collège universitaire de Saint-Boniface et une maîtrise en journalisme de Carleton. Rosemary, bonjour et merci. Bien, bonjour et merci pour cette belle introduction. J'ai oublié toutes les choses que je fais, donc c'est bien que vous me le rappelez. C'est bien, merci. Alors, comme première question, oui. De façon générale, comment est-ce que vous avez trouvé la couverture médiatique de la campagne électorale américaine aux États-Unis, à l'étranger, mais aussi au Canada, et en particulier, évidemment, avec tous les événements là, des dernières semaines? Fatigant, dans un mot, parce que ça a pris tellement longtemps pour arriver à une conclusion. On avait, nous, une émission spéciale le mardi, si je ne me trompe pas, oui, le mardi, qui était prévu qu'on soit en ondes jusqu'à 3 heures, ce qu'on a fait, mais c'était très clair que lorsque la fin s'approchait, qu'on n'allait pas avoir un gagnant. Et donc, par la suite, on a fait plusieurs émissions spéciales à 20 heures pour essayer de voir s'il allait avoir un gagnant, ce qui a finalement arrivé le samedi. Alors, c'était très long. C'était difficile à dire pas mal la même chose pendant plusieurs jours parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement dans l'histoire, surtout du point de vue du Canada, parce que le Canada, évidemment, faisait très attention de ne pas s'ingérer dans le processus, ne voulait pas parler avant qu'il y ait un gagnant. Donc, pour moi, du côté de quelqu'un qui couvre la politique canadienne, c'était un peu difficile de toujours dire la même chose. Du côté de couverture américaine, écoutez, c'est toujours fascinant de regarder ça d'ici. En parlant d'être fatigant, c'est eux autres qui n'ont pas dormi pendant plusieurs jours, les journalistes là-bas. Mais je pense que c'est aussi difficile pour moi de comprendre comment ils font ça parce que leur élection, en fait, ne dure pas juste un jour ou une durée de temps très définie. C'est en fait des mois et des années, le processus. Alors, c'est vraiment pas la même chose que moi j'ai vécu. Du point de vue du Canada, moi je pense toujours qu'on essaie de présenter une élection ailleurs, surtout l'élection américaine, avec un filtre canadien pour essayer de bien expliquer comment tout ça va nous affecter. Et je me demande tout le temps, est-ce qu'il y a des gens au Canada qui vont vraiment regarder notre couverture lorsqu'ils ont CNN ou MSNBC et ils ont toute cette expertise-là? Et en fait, la réponse est oui. Il y a beaucoup de Canadiens qui ont regardé notre couverture parce que ça a tendance à être un peu plus calme parce qu'on n'est pas directement impliqué. C'est peut-être moins détaillé que comme John King avec son map très détaillé de tous les comtés où les votes sont comptés. Et je pense que il y a juste une compréhension différente de la politique américaine au Canada. Parce qu'on le voit, on est un peu plus loin du quotidien. Alors, en gros, c'est ça. Écoute, moi j'aime toujours des élections, que ce soit le nôtre ou ailleurs. Et c'est sûr que cette fois-ci, on savait tous que ça allait être un moment très, très important pour les États-Unis de choisir quelle route qu'ils allaient prendre avec leur prochain président. Comment voyez-vous le rôle des médias dans le processus pré- et post-électoral? Puis, est-ce que ce rôle-là est différent quand on est au Canada qu'aux États-Unis? Bref, quel est le pouvoir ou la portée médiatique dans le processus démocratique, vous pensez?
Moi, je pense que c'est très important, c'est sûr. On joue un rôle central à expliquer aux gens qu'est-ce que les partis offrent aux électeurs. Et par la suite, on essaie évidemment de faire attention à ce que le gouvernement garde ses promesses. Alors, de ce point de vue-là, c'est simple, c'est clair. Sauf que c'est pas toujours facile de faire le suivi, de s'assurer que le gouvernement fasse ce qu'il a promis aux gens. Je pense que le fait qu'on a un système parlementaire à Westminster aide beaucoup notre façon de couvrir la politique. On n'a pas plusieurs branches du gouvernement comme ils ont aux États-Unis, présidentielle, Congress et tout ça. Et on voit très clairement que, par exemple, lorsque M. Biden va prendre, président-elect Biden va prendre sa place au mois de janvier, s'ils n'ont pas plus de sièges au Sénat, on attend maintenant des résultats à Georgia, que ça risque d'être très difficile pour M. Biden de gouverner. On peut dire la même chose ici pour M. Trudeau, vu qu'il y a un gouvernement minoritaire maintenant, mais même là, il est capable quand même de faire des choses et d'avoir des relations avec d'autres partis au Parlement, qui fait qu'il peut quand même avoir un mandat pour gouverner, même si des fois il est frustré. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour M. Biden de le faire. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est plus difficile à couvrir aussi, parce qu'il y a juste beaucoup de morceaux de leur système politique qui bougent. Alors, oui, les médias sont super importants pour la démocratie là-bas aussi, mais c'est peut-être plus difficile à garder le gouvernement honnête, parce qu'il y a tellement de branches. Dans votre réponse à la première question, vous avez fait allusion là, au désir du Canada de ne pas s'ingérer dans l'élection américaine, spécifiquement là, dans les jours qui suivaient l'élection le 3 novembre. Si je vous demandais un petit peu d'élaborer là-dessus, comment est-ce que vous trouvez que le Canada, le gouvernement actuel, a géré les difficultés là, qui étaient associées avec la présidence de M. Trump et après ça, avec tout ce qu'on sait depuis 2 semaines là, avec l'élection contestée? Écoute, je pense que le gouvernement a fait son possible. Des fois, son mieux de gérer cette relation-là. On a peut-être tous déjà entendu toutes les histoires des choses que le gouvernement a faites, comme ils avaient à un moment donné un genre de war room qui était juste dédié à gérer cette relation-là, même avant les négos autour de l'ALENA. C'était vraiment une place où ils avaient une stratégie pour tendre des mains à des congressmen, des gouverneurs, des alliés dans des industries, pour essayer d'avoir autant de relations autour du White House qu'ils pouvaient avoir. Mais ils ont aussi fait beaucoup de travail pour avoir des relations à l'intérieur du White House. À un moment donné, le secrétaire principal du premier ministre, Jerry Butts, qui n'est plus là, avait une relation, une amitié, on ne sait pas trop, avec Steve Bannon, qui était là brièvement. On sait que le chef du bureau du premier ministre, Katie Telford, a développé une relation très bonne et très professionnelle avec Jared Kushner. Qui travaille comme stratégiste ou je ne sais pas trop, conseiller pour le président Trump. Mais ça aussi, ça a aidé parce que ça a permis au gouvernement de prendre le téléphone lorsqu'il y avait des moments difficiles. Par contre, c'est clair qu'il y avait des défis personnels entre le président et le premier ministre. On a vu en public et en privé, on a entendu des histoires en privé qu'il y avait des moments très, très tense. On pense, par exemple, à la rencontre où M. Trudeau était à Buckingham Palace. Il a commencé à parler avec d'autres leaders mondiaux du fait que M. Trump allait avoir le G7 à une autre place et tout le monde semblait rier du président et c'était capturé en vidéo avec l'audio. Et le premier ministre a essayé de dire que c'était pas grand-chose. Mais veut pas, c'était un moment qui n'aurait pas dû arriver. Particulièrement parce qu'on sait que c'est le genre de choses auxquelles le président Trump allait fortement réagir. On sait aussi que M. Trump avait déjà dit de Mme Freeland
lorsqu'elle était le ministre des Affaires étrangères, qu'elle était, entre guillemets, un nasty woman lorsqu'ils étaient en train de négocier l'ALENA. Alors, veut pas, là, le personnel joue dans cette relation-là et ça a empêché ou embêté le Canada à plusieurs reprises pendant les 4 dernières années. Mais on a quand même réussi à gérer la relation autant que possible, je pense. On a réussi à négocier l'ALENA. On a réussi plusieurs fois à changer l'avis de M. Trump sur des tarifs, par exemple. Mais c'est aussi clair que lorsque M. Biden a gagné, qu'il y avait un gros soupir de soulagement chez le gouvernement. C'est pas quelque chose qu'ils vont dire publiquement, mais c'est quelque chose qu'ils vous disent en privé. Le fait que M. Trump gère avec le chaos, c'est sa façon, sa stratégie de gouverner, a beaucoup empêché le gouvernement Trudeau. Et s'ils avaient à gérer ça pendant un autre mandat, que ce soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, si ça allait définir toute la période de M. Trudeau en tant que premier ministre, ça allait être difficile. Ça distrait beaucoup. M. Trudeau a une bonne relation avec M. Biden et ils se connaissent déjà. M. Biden est venu ici en 2016. Évidemment, Trudeau et Barack Obama avaient une très bonne relation aussi. On dit en anglais que c'était même un bromance. C'est presque ça avec Biden. Alors, ils se connaissent et ils ont un respect mutuel et une bonne relation. Je pense que c'est plus facile de partir de ça. Le fait que M. Biden aussi partage des valeurs progressistes avec le climat, le changement climatique, par exemple, ça va aider aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des défis. On en a parlé beaucoup à date, là. Keystone XL, le pipeline, ça peut être en péril maintenant que M. Biden a dit qu'il allait annuler le permis pour le pipeline. On sait aussi que M. Biden a déjà des politiques assez protectionnistes pour essayer de relancer l'économie aux États-Unis. Ça aussi, ça risque d'embêter le Canada. Mais écoute, le fait que ça soit quelqu'un qui est un politicien toute sa vie, qui sait comment ça marche, a déjà joué comme diplomate un peu autour du monde, et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus prévisible, ça va aider le Canada beaucoup plus à bien vivre et aussi, je pense, pour le gouvernement Trudeau, à ne pas être toujours distrait avec des choses comme ça, à peut-être mieux gouverner aussi. C'était très long, je m'excuse. C'est parfait. J'aimerais qu'on parle des partis d'opposition. Comment avez-vous trouvé le rôle des partis d'opposition? Est-ce que vous considérez que certains ont fait preuve de trop de retenue, évitant de trop critiquer le gouvernement afin de ne pas dommager les relations canado-américaines? Et puis, si vous pensez qu'il y a une retenue, comment est-ce que vous l'expliquez, cette retenue? C'est sûr que, surtout autour des négociations de l'ELENA, il n'y avait pas énormément de critiques du gouvernement parce que on avait l'approche un peu l'équipe canadienne. Le gouvernement, pour sa part, a essayé d'amener les partis d'opposition dans la discussion, de les garder au courant pour créer cette espèce de Team Canada. Ils l'ont fait aussi avec les premiers ministres, même les premiers ministres conservateurs autour du pays qui n'étaient pas toujours et qui ne le sont toujours pas d'accord tout le temps avec le gouvernement. Alors, c'était une belle approche qui a, je pense, marché pour ce moment-là dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, ni que les partis d'opposition ne devraient pas critiquer le gouvernement parce que c'est leur rôle, c'est leur job de faire ça. Et ils l'ont fait par la suite. Ils ont essayé de pousser le gouvernement sur les choses qu'ils ont sacrifiées, entre guillemets, pour arriver à une entente. Et je pense que c'est normal et c'est même c'est très raisonnable. Ce qui est intéressant au cours des dernières semaines, derniers mois, c'était de voir un peu comment certains partis d'opposition allaient réagir à M. Trump. On a vu, par exemple, les conservateurs
être très prudents à tout ce qu'ils allaient dire concernant le président ou M. Biden, parce que les conservateurs veulent se présenter comme un gouvernement in waiting, quelqu'un qui attend pour former le gouvernement. Par contre, le parti de l'NPD, eux, ils semblaient pas avoir cette inquiétude-là. Alors, M. Singh a dit très clairement qu'il pensait que M. Trump était le pire au monde et que c'était au gouvernement de le dire. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement devrait et pourrait dire. Et aussi, du côté du Bloc québécois, là, évidemment, M. Blanchard n'allait jamais être le premier ministre, donc n'a pas d'inquiétude non plus à critiquer M. Trump. Alors, ça, je pense que ça révèle vraiment, c'est qui se pense vraiment un joueur pour former le gouvernement. Et en disant des choses comme ça, l'NPD, c'est comme désister de ce rôle pour moi. Ça va être très difficile de se présenter dans une élection prochaine en sachant qu'ils ont dit une telle ou telle chose auprès de notre leader mondial, parce que comment est-ce que ça marcherait là, si jamais il était premier ministre? Ce serait un peu difficile. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment les partis d'opposition gèrent ce genre de politique-là, parce que ils ont un peu plus de lousse, là. Ils ont un peu plus de flexibilité de ce qu'ils peuvent dire, mais ils doivent aussi faire attention si jamais ils veulent former le gouvernement. Si j'aimerais ça pousser un petit peu plus loin là, sur cette dimension-là. On est dans un contexte de gouvernement minoritaire au Canada. Je pense qu'on peut dire assez facilement que la vie pour le gouvernement libéral est simplifiée avec un président Biden et non pas un président Trump 2. Ça, vous y avez fait allusion déjà. Mais vous avez aussi fait allusion à la réalité que l'alignement ou la convergence idéologique là, entre Biden et Trudeau n'est pas parfaite. Il y a Keystone. Il y a le protectionnisme de Biden qui ne sera pas pareil au protectionnisme de Trump. Il y aura moins de rhétorique là, nationaliste, mais il y en aura quand même. Là, vous avez mentionné le Buy American. Il y a la question des dépenses en matière de défense, qui est toujours un irritant des Américains à l'endroit du Canada. Comment est-ce que vous pensez, là, pour essayer d'aller un peu plus loin là-dedans, que la présidence de Biden peut affecter l'équilibre politique au Canada dans un contexte où on pourrait avoir une élection peut-être dès le printemps 2021 ou en tout cas plus tôt que tard? Ce que M. Trump a fait pour M. Trudeau, c'est qu'il a donné une comparaison facile à faire entre ce qui n'est pas. Même s'il ne l'a jamais dit lui-même, M. Trudeau, il pouvait pointer du doigt M. Trump en disant « Moi, je ne serai jamais comme ça, je ne ferai jamais des choses comme ça. » Et il l'a fait de temps en temps de façon très subtile. Il a aussi pu utiliser M. Trump comme une comparaison pour les conservateurs en disant « Ah, eux, ils veulent agir comme M. Trump. » Là, ils n'ont plus cette possibilité-là. Mais ce que M. Biden, il donne aux conservateurs, c'est peut-être cette tactique disponible pour eux autres. Si M. Trudeau, si les libéraux ne se tiennent pas debout devant M. Biden, ça risque d'ouvrir une fenêtre là, pour les conservateurs pour dire « Ah, maintenant que tu as une amie dans le White House, vous n'êtes pas capable de se tenir debout pour le Canada. » Ça, c'est un risque réel, je pense, pour le gouvernement, surtout avec des choses comme vous avez dit. Mais encore une fois, je pense que le risque est beaucoup moins que les bénéfices qui risquent d'arriver. Par exemple, le Chine. On sait que l'approche de Biden serait très, très différente de M. Trump envers le Chine. Et il y a beaucoup d'espoir autour de la table ici à Ottawa et ailleurs que le fait que le monde va pouvoir travailler ensemble avec le Chine ou envers le Chine ou à l'encontre de la Chine ou peu importe, que ça va ouvrir des portes différentes et qu'on peut peut-être retourner à une place où on peut mettre une pression mondiale sur le Chine pour agir d'une certaine manière, que ce soit sur la matière des Ouïghours, que ce soit sur les deux Canadiens qui sont détenus. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a toujours un risque politique de s'aligner très prochement d'une administration américaine, mais je pense que dans ce cas-ci, le retour à la normale risque de bénéficier beaucoup plus le Canada et que le risque est peut-être bienvenu à cause de ça.
Est-ce qu'il y a un peu un bénéfice pour le Parti conservateur aussi, dans la mesure où les libéraux avaient toujours la possibilité d'utiliser le marteau, de taper Ouais. sur les conservateurs en les associant avec Trump, Oui, qui oui, n'existe plus? c'est ça, c'est ça. Et écoutez, les conservateurs n'étaient pas comme Trump du tout. C'était pas un critique qui avait beaucoup d'allure. La comparaison entre M. Trump et M. Bernier est peut-être peut-être plus raisonnable. Euh, Mais une partie des campagnes que les libéraux font depuis longtemps maintenant contre les conservateurs, c'est de les rendre un peu effrayants, de dire des choses de suggérer qu'ils vont diviser le pays, de suggérer qu'ils vont mal gérer une crise. Ça, c'est le genre de rhétorique qu'on entend des libéraux lorsqu'on se trouve en campagne électorale. Alors, c'était plus facile à suggérer ça lorsque M. Trump était là. Et maintenant qu'il ne va plus être là, il va falloir qu'il trouve autre critiques peut-être plus raisonnables, franchement, que de suggérer qu'ils sont quelque chose qui, en fait, ils ne représentent pas vraiment. Vous avez mentionné le protectionnisme, l'approche protectionniste probable de l'administration Biden, d'une nouvelle approche par rapport à la Chine. Selon vous, quels sont les défis principaux du gouvernement Trudeau en matière de gestion de ses relations avec la nouvelle administration Biden? Mais d'après ce que les gens me disent, ils vont quand même garder tous les contacts qu'ils ont faits à l'extérieur du White House pour essayer de gérer cette relation-là. Alors, ils savent que si jamais le protectionnisme rentre en jeu, et ça va arriver, on le sait, ça a toujours arrivé dans notre relation, ils ont au moins maintenant ces contacts ailleurs, que ce soit les gouverneurs ou des présidents d'industrie en question, et que ça va aider. Ils savent aussi que ça va être plus prévisible de voir pourquoi Biden fait une telle chose. Ce ne serait pas juste parce que Trump s'est réveillé un jour et il a dit on va mettre des tarifs sur l'aluminium parce qu'une telle raison et telle raison. Alors, juste le fait que ça soit plus raisonnable pour essayer de négocier ou arriver à une entente, ça va aider. Et ils ont ça déjà en tête. Par contre, ce qu'ils doivent faire, ils connaissent un peu les gens autour de M. Biden. Par exemple, je viens de noter aujourd'hui que le chef de bureau, le député chef de bureau de M. Biden est quelqu'un qui est déjà venu au Canada pour parler aux libéraux, qui a une très bonne entente avec le chef du bureau de M. Trudeau déjà. Alors, ils ont quelques-uns de ces relations déjà établies, mais il doit quand même mettre un peu d'énergie à rétablir ces relations-là avec d'autres personnes dans l'administration. Il y a une place aussi où ça risque, moi je pense, de poser peut-être des problèmes, et c'est le changement climatique. C'est vrai qu'ils ont les mêmes buts. M. Biden veut retourner dans l'entente de Paris. Il y a les mêmes buts en ce qui concerne le net zero. C'est 2050 pour lui aussi. Alors, il y a beaucoup d'objectifs qui sont parallèles. Mais moi, je me demande si le fait que les États-Unis vont retourner au monde là, sur ce plan-là, si ça va mettre encore un peu plus de pression sur le Canada, d'arriver enfin à ces objectifs, une chose qu'on n'a jamais faite. Le premier ministre, il a beaucoup à dire sur le changement climatique. Il dit toutes sortes de belles mots sans arriver à des objectifs promis. Et je me demande si un pouvoir comme les États-Unis rentre dans le jeu, retourne dans le jeu et arrive à ces buts-là, comment le Canada va réagir. C'est peut-être une pression nécessaire, mais je pense que c'est quand même quelque chose que le Canada doit bien regarder, parce que ça risque de stresser le gouvernement un peu si les États-Unis arrivent à leur but avant nous autres. Oui, ça, c'est un bon point. Est-ce que vous feriez une prédiction à savoir si la première visite du président Biden va être au Canada comme ça a été par le passé, ou en Arabie Saoudite comme M. Trump, ou ailleurs? Ben, je viens de lire aujourd'hui que M. Biden, quelqu'un avait demandé, lui avait pensé sa première visite serait en Irlande. Alors,
Peut-être que c'est pas important, mais du point de vue du Canada, c'est important. Le premier appel que M. Biden a reçu, c'était de notre premier ministre. Alors, c'était déjà quelque chose. Est-ce qu'on aimerait que la première visite serait ici au Canada? Je pense que oui, parce que évidemment, ça a un pouvoir très symbolique et ça pourrait aussi symboliser un retour à la normale pour notre relation. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. N'oubliez pas que M. Trump est venu une fois, très brièvement, pour la G7 dans la Malbaie, mais ce n'était pas une visite d'État, c'était juste un in and out, comme on dit. Alors, il n'y a vraiment jamais eu de visite officielle. Ce qui était peut-être prévisible de sa part, mais c'était peut-être pas nécessaire non plus d'être aussi, je sais pas le mot en français, petty. Petty, c'est le mot en anglais. Aussi petit. Petit, c'est ça, exactement. Parlant de M. Trump, justement, je pense que c'est très clair, là, étant donné les événements, non seulement des derniers jours, mais des dernières années, que M. Trump lui-même, mais le Trumpisme en général, va demeurer très influent aux États-Unis. Le Parti républicain là, a été hijacké un petit peu par des éléments protectionnistes, xénophobes, ainsi de suite. Ça va demeurer un défi pour le Canada. Comment est-ce que le gouvernement, mais aussi le Parti conservateur, chacun de leur bord, devrait, d'après vous, gérer là, cette réalité-là qui est là pour rester? Mm-hmm. Non, c'est vrai que M. Trump a eu 72 millions de votes. C'est pas comme si il n'y a pas beaucoup de monde qui appuie les croyances et les pensées de M. Trump. Et les républicains, dans les prochains mois, années, doivent décider est-ce qu'ils vont essayer de garder cette base de support ou est-ce qu'il y a d'appui ou est-ce qu'ils vont essayer de créer autre chose. Je pense que la réponse à date est claire, qui veut garder ce monde-là, les électeurs qui préfèrent M. Trump. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment gérer? Je ne sais pas. On doit, d'un œil, je pense, avoir une certaine vigilance que la même chose n'arrive pas au Canada du point de vue du populisme. Je pense qu'on a vu le rejet de certaines parties de ça avec la dernière élection et la tentative de M. Bernier qui a échoué complètement. Mais je pense qu'il y a quand même des partis qui sont intéressants aux Canadiens et aux partis politiques canadiens. Les partis du Trumpisme qui ne sont pas peut-être aussi flagrants comme étant ouvertement racistes, par exemple. Alors, je pense qu'on doit tenir conscience de ça. Et aussi, on doit tenir conscience du fait que les républicains, s'ils décident de garder sur cette route-là du Trumpisme, qu'on doit leur parler comme ça. Moi, je pense que la tendance au Canada, c'est de dénoncer ou de ne pas croire que des voteurs ou des électeurs aux États-Unis pourraient croire des choses comme ça ou pourraient se sentir aussi oubliés ou pourraient voir dans M. Trump quelqu'un qu'ils aiment. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de misère à comprendre tout ça, mais c'est quelque chose de réel. Et c'est une grosse partie de leur population. Et je pense que d'essayer d'oublier ça ou de dénoncer ça, de revers la main, ce serait une faute, ce serait une erreur. Parce que ça représente quand même un démographique important des États-Unis qui se sent oublié et qui pensait que M. Trump représentait quelque chose pour eux. Alors ça, c'est peut-être l'autre chose que nous, en tant que pays, on devrait se rappeler, que c'est quelque chose de vrai. Et on peut pas oublier le fait qu'il y a des Américains qui se sentent comme ça. Donc, si je vous entends bien, vous pensez qu'un Trump serait pas possible au Canada? Non, je ne veux jamais dire ça. Mais je pense que c'est plus difficile pour plusieurs raisons. Le fait qu'on a plus que 2 partis politiques au Canada, je pense que ça aide. On a plus un spectrum de points de vue au lieu de comme 2. On est moins polarisé. Je pense que ça, c'est vrai. On a une rhétorique qui est
un peu moins féroce, je pense, endroit l'autre. Mais je pense qu'il y a un appétit quand même pour certaines perspectives qui existent dans le Trumpisme. On voit dans des sondages publics, par exemple, qu'en Alberta, M. Trump est plus aimé qu'ailleurs au pays. Alors, il y a quand même des choses qui sont attrayants ou attirants pour certains Canadiens. Mais je pense qu'il y a un peu des barrières systémiques qui sont en place, où ça serait très, très difficile de recréer ce même phénomène ici au Canada. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à prévenir l'émergence d'un Trump au Canada? Puis plus particulièrement, quel est le rôle des médias dans cette prévention d'un Trump canadien? Je pense pas qu'on a un rôle à prévenir qui que ce soit, ou leur voix, ou un leader politique. Ça c'est pas mon rôle à faire ça. Par contre, ce qu'on a vu et qu'on a vitement oublié à cause de la pandémie et plein d'autres choses, après la dernière élection, on a vu le manque de représentation dans l'ouest du pays à l'intérieur du gouvernement. On a vu qu'il y a des Canadiens qui ne se voient pas dans ce que le gouvernement libéral propose, qu'il y a un délusionnement de l'ouest canadien. Par rapport à beaucoup le reste du pays. C'est pas un phénomène nouveau, on le sait, on l'a déjà vu avec d'autres gouvernements, on l'a déjà vu dans d'autres régions du pays. Mais ce que ça m'a rappelé à faire, moi, comme journaliste, c'est de s'assurer que les personnes que j'ai sur mon émission, les choses que je lis, les personnes qui me parlent sur Twitter, des vraies personnes, que j'essaie d'ouvrir un peu ma perspective à l'Ouest. Moi, je viens du Manitoba, donc c'est pas comme si je suis un résident de l'Ontario depuis toujours, mais on peut vite rester dans un genre de bulle du Canada central sans comprendre comment les choses sont vécues ailleurs au pays. Et ce que l'élection m'a montré à moi, encore une fois, ça le fait toujours, c'est que je dois garder un œil sur comment tout le monde se sent au pays et que ce n'est pas un sentiment constant à travers le pays, qu'il y a certaines régions qui vivent des choses mieux que d'autres ou pire que d'autres. Et alors, c'est ça la promesse que je me fais et que je fais à mon auditoire aussi, que j'essaie de mieux refléter la divergence d'opinion au pays. Oui, puis j'imagine aussi dans les contrastes de perception rurale, urbaine, on en a parlé aussi, l'absence de médias dans les régions aussi. Oui. On ne prend pas le pouls non plus de comment c'est vu, soit dans les campagnes, dans des coins qu'on pourrait dire plus reculés par rapport aux grands centres puis aux capitales. Oui, et ça, c'est la tendance qu'on a aussi vue dans les dernières élections, que les sections urbaines votent pour les libéraux et rurales votent pour les conservateurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important à garder en tête, parce que les valeurs et les pensées, ils sont tellement différents d'un point de vue rural versus urbain. Alors, oui. Bien, là-dessus, on va devoir arrêter. On pourrait continuer à parler là, des relations Canada-États-Unis pendant longtemps, mais merci infiniment. Bien, merci. C'était un plaisir de vous interviewer. Bonne chance avec la suite des choses pour votre émission. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil.